commencer par cette démission qui fait grand bruit, celle du maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique. Yannick Morez, il a décidé de remettre son mandat, puisqu'il était lassé des attaques, des menaces dont il faisait l'objet depuis des semaines. Explication de ce qui s'est passé dans cette petite commune de 14 000 habitants, avec Michael Chailloux sur place. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour des allées du marché. Saint-Brévin, 14 500 habitants, se réveille sans maire. Yannick Morez jette l'éponge après les actes de violence qu'il a subis. Les Brévinois accusent le coup. Nous, on est scandalisés. On ne comprend pas pourquoi on en est arrivé là. Et ce qui est très troublant, c'est qu'en fait, c'est des gens de l'extérieur qui viennent. Ce n'est pas des gens de Saint-Brévin. Tout se passe très bien. Il n'y a jamais eu d'incident. Donc voilà, on laisse quelques extrémistes prendre le pas et c'est dommage. 22 mars, un incendie criminel vise 2 voitures et le domicile du maire. Depuis plusieurs mois, les manifestations se succèdent. Partisans et opposants au centre d'accueil des demandeurs d'asile se déchirent. La mairie a vendu un bâtiment communal à l'État qui pilote le projet. Dans les rues de la station balnéaire, rares sont les opposants à bien vouloir s'exprimer. Il aurait dû demander l'avis à la population avant, quoi. Construire ce centre à côté d'une école, je pense que ce n'était pas la meilleure solution, quoi. Il faut préciser que personne n'a été arrêté jusqu'à maintenant, donc voilà, tout le monde dit que c'est l'extrême droite, ça peut être aussi de l'extrême gauche. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de l'incendie des biens du maire. À Saint-Brévin, les dernières manifestations autour du CADA sont de plus en plus politisées et violentes. Militants de la droite extrême opposés au projet d'un côté, extrême gauche de l'autre, pour le défendre. Voilà pour ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Éric Nolot, on a un petit village qui est complètement déchiré sur la question évidemment de l'accueil des migrants, mais aussi des questions des violences. Là, le maire a vu son domicile et ses véhicules brûlés. Il a eu peur pour sa vie, c'est pour ça qu'il démissionne. Mais il y a une image qui est très souvent utilisée, mais qui me semble très parlante, c'est celle de la marmite d'eau bouillante. Si on vous précipite dans une marmite d'eau bouillante, vous allez ressentir une douleur. Mais si on vous plonge dans l'eau tiède et qu'on augmente d'1 degré petit à petit, vous allez vous habituer à ça. Et c'est ce qui se passe dans notre démocratie. Avec la violence ? Avec la violence. C'est-à-dire que le degré de la violence augmente petit à petit et nous la tolérons de mieux en mieux. Cet homme a été victime d'un incendie de sa voiture, d'un incendie de son domicile, et c'est seulement maintenant que le président de la République, la première ministre et la classe politique dans son ensemble expriment sa solidarité. Il y a quelques années, nous aurions trouvé ça intolérable. Nous apprenons à tolérer l'intolérable qui est la violence politique, qui devient la norme en France, ou en tout cas qui se généralise de manière extrêmement préoccupante. Jean-Christophe Couvi, la préfecture a dit qu'elle avait pourtant réagi aux alertes qu'avait lancé le maire avant l'incendie de son domicile. Néanmoins, voilà, c'est un secteur gendarmerie en l'occurrence. C'est extrêmement difficile de faire une protection de tous les élus qui sont menacés. Ce qui est compliqué, en fait, c'est aussi les effectifs dont vous disposez. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas, les effectifs de là-bas, de la gendarmerie, mais bien sûr qu'on prend, à chaque fois qu'il y a une menace, on essaie de voir le niveau de la menace. Et en fonction, on s'adapte. Là, en fait, effectivement, il y a une enquête qui est en cours. Alors, j'ai bien compris que certains accusaient de l'extrême gauche, d'autres extrême droite. C'est peut-être aussi le cas juste d'un déséquilibré, d'une personne qui a voulu passer à l'acte. Enfin, on le dira, l'enquête le dira. Et après, effectivement, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. Mais ce que je remarque, effectivement, c'est que les élus aujourd'hui rencontrent ce que les policiers, les pompiers, tous les services publics rencontrent aussi depuis des années. C'est-à-dire la montée de la violence ? La montée de la violence, la montée justement de personnes qui passent à l'acte, qui ne respectent plus l'autorité. Et effectivement, quand on est maire d'une ville, vous savez, quand vous êtes maire d'une petite ville comme Saint-Brévin, en même temps, vous êtes des fois la personne qui console, le psy, la personne qui aide. Enfin, je veux dire, c'est des maires de proximité. Et effectivement, on a de plus en plus de problématiques de trouver des gens qui s'engagent aujourd'hui. Parce que quand on s'engage, on est une personne publique et forcément on déchaîne des passions. Nous tous autour, par exemple sur le plateau, quand on s'engage par rapport à la parole que l'on porte, il y a aussi des gens qui nous menacent, qui nous insultent, etc. Et maintenant les réseaux sociaux ont développé cette haine des gens qui ne pensent pas comme vous. Marc Toiti, économiste. Moi je pense que, si vous voulez, encore une fois, oui bien sûr c'est très surprenant, très choquant, mais c'est l'image encore une fois qu'on va refléter au sein de la France, mais également au niveau mondial. Là, c'est un petit village. C'est-à-dire, c'est pas une grande ville, on a l'habitude d'avoir, ou des cités HLM ou autres. C'est un petit village aujourd'hui qui est menacé. Et donc, parallèlement, on se rend compte que, voilà, il n'y a plus de limites. C'est-à-dire que le grand danger, c'est que finalement, aujourd'hui, normalement, on est la 7e puissance mondiale encore. On doit avoir une certaine paix sociale, paix sociétale. Et ce n'est plus le cas, même dans un petit village aujourd'hui. Et donc, bien entendu, il faut, malgré toutes nos dépenses publiques, qui sont extrêmement élevées, numéro 1 du monde, on n'arrive pas à garantir cette paix sociale. Donc, il faut se poser
la question, comment on en est arrivé là? Comment on a pu laisser justement cette violence, comme disait Eric tout à l'heure, s'installer? Et finalement, ça nous choque un petit peu maintenant, mais voilà, il y a eu des étapes. Et ce qui est dramatique, c'est que... précédé par celle des mots, faut jamais oublier ça. Exactement. La violence des Exactement. actes est précédée par ça, celle des mots. différence. Ces mots sont prononcés par certaines personnes. Il faut seulement les accuser. Je parle de l'extrême gauche. L'extrême gauche banalise la violence politique. Tous les moyens sont bons. Clairement, et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a cette violence qui est là, qui est en train de s'installer, mais jusqu'à présent, il y avait les mots, on débattait finalement. Aujourd'hui, on ne sait plus débattre. On est dans une culture de lutte des classes, mais pas seulement, lutte de violence. C'est ça qui devient très dangereux, je pense. Louis Dragnel, là, on a cette démission qui fait grand bruit. Il y a eu beaucoup de manifestations sur place, beaucoup de partis politiques qui sont venus manifester contre l'installation de ce centre d'accueil pour migrants. C'est bien ça le nœud, évidemment, de l'affaire. Absolument. Alors, mais ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'il y a une politisation, voire une surpolitisation d'une affaire, qu'il y a un lien direct avec la violence. Après, ce qui est vrai, et je rejoins ce qu'a dit Eric Nolot, c'est-à-dire que la violence des mots, souvent quand même, malheureusement, peut avoir une traduction dans les actes. Et donc, sur place, oui, il y avait des manifestations très politisées, avec d'un côté des gens qui soutenaient Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, et puis de l'autre, des gens d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, qui soutiennent plutôt Jean-Luc Mélenchon. Et il y a eu plusieurs confrontations verbales. Oui. Ça a été très tendu à tel point que, même au sein du parti Reconquête, ils avaient commencé depuis plusieurs jours à se désolidariser un peu des manifestants sur place. Mais voilà, mais ce qui est vrai, voilà, c'est lié à une très forte politisation du sujet, avec des gens aussi ça a été dit dans le reportage, qui venaient parfois de l'extérieur. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi par rapport à ça, et évidemment, c'est inacceptable et rien ne doit justifier ce qui s'est passé avec le maire, mais on voit bien que c'est pas un hasard si ça tombe sur un sujet qui concerne des questions migratoires. D'où viennent les migrants et les demandeurs d'asile qui devaient s'implanter là? C'est des gens qui ont été expulsés en 2016 de la jungle de Calais. Donc à l'époque, le ministre de l'Intérieur de l'époque annonce avec fanfare et trompette, on va démanteler la jungle de Calais, le problème est réglé. Sauf qu'en fait, le problème n'a jamais été réglé, puisque l'hypocrisie à l'époque du ministère de l'Intérieur consistait à répartir, à diluer, si on peut parler comme ça, les migrants sur le territoire français sans jamais apporter de réponse ni judiciaire, ni pénale, ni même les expulser si leur dossier, notamment de demande d'asile, était débouté, ou alors si des gens devaient être expulsés, ils n'ont pas été expulsés. Et donc en fait, les maires, une petite commune, une commune de 14 000 habitants, doit assumer les conséquences politiques d'un État central qui se lave les mains sur la commune. Et c'est vrai qu'en ce sens, il y a une espèce d'hypocrisie de la part de l'État central de Paris. C'est-à-dire que c'est bien beau de verser des larmes de crocodile en expliquant c'est inacceptable, plus jamais ça, mais il faut aussi prendre le taureau par les cornes, et le problème de l'immigration n'est pas réglé depuis plus de 10-15 ans. Ça fait 10-15 ans qu'on a des discours extrêmement fermes, mais en fait, les démantèlements et la dilution, la répartition des migrants partout sur le territoire national montrent que c'est absolument pas une bonne solution. Moi, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, il y a cette crise de l'immigration, et puis il y a une responsabilité politique accablante à tous les niveaux. À mon sens, il y a l'extrême gauche, vous y faisiez référence, quand on revendique le droit à l'insurrection, quand on revendique le droit à la désobéissance civile, il ne faut pas s'étonner, ou même le recours à la violence comme moyen légitime d'action publique, il ne faut pas s'étonner ensuite que certains le fassent. Il y a évidemment une responsabilité d'une certaine extrême droite, et de toute façon la responsabilité en premier lieu des gens qui commettent les actes, c'est quand même celle-là, et une responsabilité à mon sens aussi du gouvernement ou de partis plus centristes, je ne sais même pas comment les décrire, qui par leur rigidité, leur refus d'écouter les corps intermédiaires, amènent aussi à une société qui est au bord de la rupture et qui est prête à recourir à la violence faute de pouvoir s'exprimer autrement dans les institutions. 18h11, merci. On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On accueille Éric Ciotti, le président des Républicains. On reviendra évidemment sur ce qui s'est passé à Saint-Brévin avec lui. À tout de suite.